Bonsoir tout le monde, enfin quand je dis tout le monde, je suis peut-être un petit peu optimiste, mais je vais partir du principe qu'il y a plein de gens, sinon qui regardent le live stream, de moins qui vont regarder la rediffusion qui va être mise en ligne un petit peu plus tard dans la soirée. Donc, bonsoir. Si vous ne connaissez pas Erderin, l'air de rien, alors c'est une chaîne où je parle de mon jeu de rôle Tigre Volant, enfin anciennement Tigre Volant et désormais Erderin 2300. Et sur cette chaîne, ah oui, une foule énorme, salut Bran, bienvenue, merci d'être là. Donc sur cette chaîne, en live stream, je fais en fait la réécriture de ce qui s'appelait donc Tigre Volant et qui maintenant va s'appeler Erderin 2300. Réécriture du jeu avec un univers qui est toujours un petit peu le même, un univers de science-fiction passablement décalé, et par contre avec des mécaniques de jeu et une présentation qui vont être pas mal différents. Et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu ce soir. L'idée c'est que moi dans les 2 semaines entre chaque live stream, donc tous les jeudis toutes les 2 semaines, il y a un live stream sur Erderin, l'air de rien. Donc c'est Erderin 2300. Et pendant ces 2 semaines, moi j'écris des trucs. Et puis pendant ce live stream, je vais vous montrer ce que j'ai écrit. Et puis je l'espère discuter un petit peu avec vous des différentes idées que j'ai eues et des formats et un petit peu de comment ça peut se présenter. Voilà, c'est un petit peu l'idée générale du truc. Alors avant ça, je vais quand même faire quelques petits messages de service, principalement un qui est que si vous êtes sur Paris, je serai également sur Paris le week-end prochain, puisque on fait un petit peu avec mon épouse nos vacances traditionnelles où on va à la Japan Expo. On va y aller le jeudi-vendredi, donc grosso modo notre plan, si on arrive le mercredi soir à Paris, on va directement au parc des expositions de Villepinte parce que c'est là où on a notre hôtel. Jeudi et vendredi, on fait la Japan. Il y a visiblement un assez gros stand de jeux de rôle et il y a des fortes chances que je sois par là-bas et peut-être même que je fasse des parties. C'est pas encore réglé, mais c'est quelque chose qui est en cours de discussion. Et puis, le samedi, on fait le pillage traditionnel de boutiques dans la région parisienne, principalement Paris-Centre. On se rapatrie sur Paris-Centre. Pour ce qui est de madame, qui est une cosplayeuse émérite, ça va être du côté du marché Saint-Pierre. Et pour ma part, ça va être plutôt dans ce que j'appelle le triangle d'or, c'est-à-dire grosso modo entre Jussieu, Saint-Michel et Odéon. Et généralement, on termine la soirée au Cavalier, le bar rôliste qui est pas loin d'Odéon. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse de me rencontrer à l'occasion, et que vous êtes sur Paris, n'hésitez pas, faites-moi signe et puis on essaiera de trouver un moyen de se croiser. Peut-être de prendre une bière ou autre chose, on verra. Voilà, donc ça c'était le message traditionnel de juillet. Que vous dire de plus? Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité sur mon blog, vous avez peut-être pu voir que le samedi passé, il y avait une mini-convention jeu de rôle organisée par Orchidée, la grande convention rôliste suisse romande, à la Tour de Paix, au château de la Tour de Paix, qui est aussi le musée suisse du jeu. Donc, ils ont fait dans et autour du musée toute une animation, initiation jeu de rôle. J'ai fait une partie d'Erderin 2300 qui s'est super bien passée. Pour moi, ça s'est un peu moins bien passé parce qu'avec la chaleur, j'étais un petit peu avachi. Mais voilà. Ça va faire 15 ans que t'es pas allé sur Paris, alors si tu vas sur Strasbourg, avec plaisir. Écoute, c'est pas impossible que j'aille une fois sur Strasbourg, je sais pas encore quand exactement. Il y en avait vaguement mentionné l'idée d'une fois d'aller à Kaisersberg, mais ça se fait jamais. C'est surtout un truc qui est pas très très pratique quand on n'est pas motorisé, c'est un peu difficile. Je connais pas mal de monde sur Strasbourg, y compris du côté du prog et du métal. Coucou à la MUGC, si jamais il voit cette vidéo, ce dont je doute fortement. Mais voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le format, vous voyez ici, c'est là, voilà, faut que je regarde avec le bon doigt. Ici, vous voyez les questions de l'épisode. Alors ces questions, il y en a 3. Je vais peut-être détailler parce que évidemment, faute de place, j'ai pas trop pu écrire des kilomètres. Parce que là, on va parler de 3 trucs sur lesquels j'ai travaillé ces derniers temps. La première, alors, au niveau autour des mécaniques de jeu.
il y a une question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut quantifier le niveau de puissance des joueurs? Quand vous faites un scénario, quand vous faites un truc, généralement vous dites ça c'est plutôt pour les personnages débutants, ça c'est plutôt pour les personnages avancés, ça c'est plutôt pour les gros monstres qui bouffent des planètes au petit déjeuner. Mais comment est-ce qu'on peut quantifier ça? Donc ça c'est un petit peu une question que je m'étais posée, sachant que moi j'aimerais bien faire tourner un truc autour de la réputation, on reviendra là-dessus parce que ça a quand même toute l'explication derrière. Et puis j'avais aussi d'autres questions qui étaient liées à ce niveau de pouvoir, c'est est-ce que ça pouvait avoir un impact sur d'autres caractéristiques en cours de jeu. La deuxième chose, c'est les éléments culturels. Alors en fait, j'avais déjà cette question lors du dernier live stream d'il y a 2 semaines, mais là, ça s'est concrétisé d'une manière un petit peu particulière parce que, et ça vous allez le voir en deuxième partie de ce live stream, j'ai eu une idée, c'est d'ajouter dans les descriptions des cultures de l'univers d'Erdorin des éléments qui s'appellent arts et lettres, qui en gros, quel est l'élément de culture populaire qui a le plus gros impact pour lequel cette culture est connue le plus en fait. Donc l'idée de sélectionner parmi, évidemment c'est des cultures donc ils ont plein d'expressions artistiques diverses et variées, mais qu'est-ce qui fait que quand tu penses par exemple quand tu penses aux Eldar, quel est le premier truc artistique qui te vient en tête? Voilà. Et enfin, j'ai commencé à bosser un petit peu sur l'équipement. Ouais, je sais, j'avais dit que je voulais terminer d'abord des autres chapitres, mais il se trouve que voilà, mon cerveau est un connard, donc il a décidé de partir sur l'idée. Et si on faisait des trucs autour de l'équipement, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai dans l'idée, parce que ça va être assez particulier aussi, le changement des mécaniques de jeu va impliquer pas mal de changements, notamment la disparition du catalogue pour fétichistes, généralement le catalogue des armes et des accessoires débiles qu'on trouve quasiment dans tous les jeux de rôle. Et là, j'ai décidé de partir sur un truc plus contextuel d'une certaine façon, plus basé sur le contexte, plutôt que sur la description pure et dure avec des caractéristiques, enfin des stat blocks pour les armes ou les trucs comme ça. Voilà les différents éléments dont j'aimerais vous parler. Là, à partir de là, je sais pas trop si vous avez des questions, des idées, n'hésitez pas à me le dire là. En tout cas, ceux qui ont l'air d'être présents sur place. Puis j'ai une question bête, Bran. En fait, je sais pas du tout. Est-ce que toi, tu connais Tigre Volant? Est-ce que tu as déjà joué? Alors, je te connais principalement par Facebook, hein. Mais est-ce que c'est un jeu auquel toi tu as joué? Si ça se trouve, en fait, je te connais sous un autre pseudo, donc je sais parfaitement que tu as déjà joué au truc, mais comme je ne reconnais pas le pseudo, je suis un petit peu perdu. Et je t'ai peut-être déjà posé la question. Je le possède et lu. Waouh, mais jamais joué. Bah oui, ça, comme tout le monde. Comme tout rôliste qui se respecte. Tu achètes les jeux, tu n'y joues pas. Ils sont dans la bibliothèque, ils sont bien calés. Bon, moi, j'ai même des jeux que j'ai jamais lus encore dans la bibliothèque. J'ai un petit peu honte. Faudra que je fasse ça un jour. Ça paraît rigolo. Voilà. Alors. Touk. On va passer sur écriture. Bim. C'est la fenêtre qui est ici. C'est pas faux. Oui, c'est un petit peu. Alors, là du coup, je vais basculer sur Word. Alors, j'ai toujours des soucis avec mes retours de commentaires parce que visiblement le YouTube me fait des choses très très bizarres. Faut pas que j'oublie que c'est la caméra là, hein. C'est plus la caméra là que je dois regarder. Voilà. Ah non, c'est pas le bon fichier. Tac. Là, on était sur mécanique. Voilà. Alors bon, je vais pas revenir sur tous les trucs, les mécaniques de jeu. Bran, je sais pas si tu avais déjà suivi des autres live streams. Est-ce que tu avais déjà entendu vaguement parler de comment fonctionnaient les mécaniques de jeu? Je peux te faire un rapide résumé si c'est pas le cas. C'est sympa à lire, peut-être c'est un peu trop large comme univers. On peut tout faire, du coup je sais pas quoi faire. C'est exactement le problème que j'avais en fait soulevé lors de la réécriture de Tigre Volant. C'est comment réduire une grande partie du contexte et de faire en sorte que ça soit aussi beaucoup plus accessible pour les gens qui peuvent le lire. Tu peux pour ceux qui prendront le train en route. D'accord.
Ça te servira aussi. Alors l'idée c'est que dans Eldorine 2300, Tigre Volant était un jeu très années 80 avec plein de caractéristiques sur 20, avec des compétences aussi sur 20, et tu lançais des dés, il fallait faire moins, et machin, patin, coup, fin, bidule. Là, c'est très différent dans le sens que c'est un système qui est très narratif, qui est basé en fait sur des atouts, sur des traits de façon générale, ces traits étant divisés en différentes sous-catégories. Par exemple, la plus commune, c'est les atouts. Un atout, ça peut être une caractéristique, ça peut être un élément culturel, ça peut être une compétence, ça peut être une phrase clé, ça peut être pas mal de trucs. Et en fait, sous ces atouts viennent des clés qui sont des spécialisations ou des descriptifs plus avant dans cette même catégorie. Voilà, par exemple, le personnage, voilà, quand j'étais mercenaire, donc ça c'est l'atout, j'ai appris à tirer à l'arme lourde, ça c'est une clé, et à réparer un turbopropulseur avec microforge de fer blanté, ça c'est aussi une clé. Et donc l'idée c'est que tu vas empiler ces différents traits, atouts, clés, etc., pour arriver à une somme que tu vas comparer avec la difficulté d'une action, en très 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 méga turbo résumé. Sachant que tu as une monnaie, une sorte de jeton qui s'appelle le love. Et le love, en fait, ça te permet de faire des actions qui sont mieux réussies, et ça te permet aussi de pouvoir débloquer des trucs qui sont pas accessibles à la base. Typiquement, quand tu fais une action sans love, tu peux utiliser un atout avec les clés qui sont dessous, un équipement mais qui va valoir 1, et c'est tout. Si tu rajoutes un point de love, tu vas pouvoir utiliser donc un atout, les clés qui vont dessous, un équipement, les clés qui vont dessous, et tu peux encore payer un autre point de love pour activer soit un autre équipement, soit un autre atout. Là encore, pour arriver à faire monter le score que tu vas pouvoir mettre en regard d'une difficulté, définie par le MJ ou non. Tac, tac, voilà, le modèle classique de personnage inclut un atout peuple, un atout culture, 2 atouts métiers, pour chaque métier un équipement, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Pouf. Voilà, alors l'équipement, donc j'étais un petit peu revenu là-dessus, mais ça c'est vraiment des clarifications de termes. Donc un morceau d'équipement, on appelle ça du matos. Et le matos a aussi des clés, mais qui s'appellent des fonctions. Mais fondamentalement, c'est comme les clés. Là, j'avais aussi parlé un petit peu sur le love. Donc, en fait, le love, c'était très clair dans ma tête, mais j'ai oublié de le redéfinir dans le fichier. Donc, j'ai redéfini ça. Donc, le love, c'est la passion, c'est ce qui permet à un personnage de se dépasser. Le love est en rapport avec les liens d'un personnage. Un lien, c'est une personne, un objet, une philosophie ou une action avec lequel le personnage a une affinité forte. Prendre soin de ce lien permet de récupérer un point de love. À la base, les personnages ont un score de love de 3. Et là, j'avais un peu une question pour mon binôme Antoine Beugly, qui est en grande partie derrière la mécanique Love Inside actuelle de Eldorine 2300. C'est est-ce que ce score de 3 de Love peut évoluer ou non? Et ça, c'est une question que j'ai pas encore résolue, d'autant que je lui avais posé à midi, donc je pense pas qu'il va y répondre avant un petit moment. Mais voilà, on a des trucs. Est-ce que, par exemple, quand je parlais de la question de niveau, c'est par exemple, est-ce qu'à un moment donné, quand un personnage va accumuler un certain nombre de puissance, est-ce que le score de love va changer? Je n'ai pas encore la réponse là-dessus. Une idée, ce serait par exemple de lier le score de love au nombre de liens qu'on a. Là encore, à voir. Alors, action, bon voilà, c'est ce que j'avais dit, l'action à l'arrache, l'action soignée, l'action liée, tac tac, il y a un exemple, troulala. Alors, il y a les risques, c'est le seul moment où les personnages peuvent lancer des dés, c'est complètement optionnel. Et là, pour l'instant, j'avais défini un maximum de nombre de risques, alors sachant que tu lances un dé, si tu fais pair, tu gagnes, si tu fais impair, tu perds. Voilà. C'est tout sociable, et ça te fait, si tu gagnes, ça te fait un point, si tu perds, ça t'enlève un point. Dans la difficulté totale, enfin dans le score total que tu arrives pour tenter d'atteindre ou de dépasser la difficulté. Donc si tu échoues, il va y avoir des conditions qui sont grosso modo des traits négatifs. Et on arrive au dernier truc en fait qui est l'expérience, la légende et la réputation. Donc
Au fur et à mesure de leurs aventures, les personnages vont gagner de l'expérience, ce qui leur permettra d'acquérir des nouveaux atouts et d'augmenter leurs clés. Alors les atouts restent toujours avec une valeur de 1, mais la valeur des clés, elle, peut monter. Il faut compter 2 points d'expérience pour un nouvel atout qui viendra avec 2 clés et autant de points d'expérience que le niveau à atteindre pour augmenter le niveau d'une clé. Donc passer de 3 à 4 nécessite 4 points d'expérience. Les personnages acquièrent un point d'expérience par session, plus 1 très exceptionnellement 2 en cas d'action spectaculaire, mais dans tous les cas, les personnages doivent décrire ce qu'ils ont fait pour obtenir chaque point d'expérience. Cet ensemble de descriptions constitue la légende du personnage et fonctionne un peu de la même manière, peut-être que je rajoute ça, tiens. J'ai encore oublié un. De la même manière que les atouts et les clés, une légende peut avoir plusieurs exploits. À noter que d'autres joueurs peuvent proposer leur propre version des exploits, voire de la légende, et c'est celle qui obtient une majorité de voix autour de la table qui compte. Et là, pour en venir à l'histoire de niveau dont je parlais précédemment, la réputation du personnage est équivalente au nombre total de légendes, mais je sais pas encore si c'est une bonne idée, et que faire de ce chiffre. Donc ça, c'est encore un truc qui est un petit peu en suspens. Je l'utilise parce que la réputation, c'est quelque chose qui est très important sous un autre terme dans les peuples stellaires. Et donc j'aimerais bien en faire quelque chose au niveau des mécaniques de jeu, mais je sais pas encore trop quoi. Et l'autre question, c'est que j'ai un petit peu peur que s'il y a beaucoup de légendes qui s'accumulent, on va se retrouver avec des scores de réputation de 20, 30, 50 qui sont un petit peu sans commune mesure avec les autres scores qu'il y a dans le jeu. Ça me paraîtrait un petit peu bizarre que, par exemple, au bout d'un moment, t'as une clé qui est peut-être à 5 ou 6, mais t'as une réputation qui est à 30, et c'est grosso modo, t'as un peu rien entre les deux. Donc ça, c'est encore un truc à voir. C'est pas forcément très gênant. Moi, ça me gêne pour un côté équilibre, peut-être esthétique, plus qu'autre chose, mais ouais, je sais, c'est quelque chose encore à voir. Et là encore, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mentionner. Voilà, j'espère que c'était clair. Bran, j'espère que si tu as des questions, là encore, n'hésite pas à les poser. C'est pas comme s'il y avait une foule de gens qui attendaient que je parle d'autre chose. Hein. Un petit peu, c'est toujours le désert. Hein. C'est impressionnant. Alors, tu dis, c'est pas forcément gérant si c'est sur le long terme, faut déjà arriver jusque-là, c'est vrai. C'est vrai. C'est un point intéressant. Et c'est donc le truc aussi qui m'a fait rigoler, c'est que quand j'ai discuté de ça avec Antoine, il disait ça, c'est un truc qu'il va falloir tester. Et le problème, c'est que tester un truc sur l'expérience, c'est pas quelque chose que tu peux faire sur des parties one shot que tu vas faire en convention. C'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup, faudra que je trouve un moyen de faire des parties à plus longue échéance, généralement avec mon équipe de joueurs habituelle, le Tigre Volant Canal Historique. On verra si j'arrive à les convaincre de se lancer là-dedans. Mais effectivement, ça va être des trucs qui vont servir. Et là, curieusement, Stream Ninja a décidé qu'il allait arrêter de mettre à jour les trucs. Alors bon, visiblement, il y avait un autre Petsui qui est venu faire le malin et qui s'est fait dégager. Top chat en direct, tac. Tiens, pourquoi il a actualisé? Alors, désolé, je fais des trucs à côté pour essayer de voir si les choses se voient, mais j'ai l'impression que Stream Ninja s'est un peu mis sur le toit, ce qui est un peu embêtant. Faut tester en faisant évoluer les perso-tests au fur et à mesure comme s'ils avaient servi. Oui, c'est aussi une autre méthode, c'est vrai. Mais je pense que c'est plus quelque chose qui serait intéressant de faire en vrai, quoi. Ça me donne aussi une bonne raison de pouvoir tester des trucs avec des joueurs un peu habitués qui vont probablement râler très fort parce que mes joueurs sont très doués pour ça. Voilà. Alors, le deuxième point que je voulais mentionner dans cette réécriture, donc ça c'était donc au niveau des mécaniques de jeu, et le deuxième c'était au niveau des cultures. Alors, culture c'est quelque chose, on perd en authenticité. Oui, carrément. C'est juste pour tester la mécanique. Oui, déjà ça serait effectivement, ça peut se faire comme ça. Alors,
les cultures, j'avais pas mal bossé dessus récemment. Ah, il faut que je change le... Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Il faut que je change OBS pour qu'il prenne la nouvelle fenêtre. Voilà, propriété, culture, bim. Parce qu'il faut que je change la fenêtre sur le Word, et aussi il faut que je change la fenêtre sur OBS. Donc, les cultures, j'avais pas mal parlé dessus déjà. Bon, alors j'ai un petit peu réorganisé, mais enfin c'est du bricolage. J'ai un petit peu réorganisé les styles et puis la hiérarchie des titres et des sous-titres. Mais bon, ça c'est vraiment de quelque part de l'esthétique, même si c'est quelque chose qui va me servir plus tard quand je ferai la mise en page. Bon, on n'en est vraiment pas encore là. Mais donc pour les cultures, alors bon, il y a différentes cultures Atlano Eldarin, et donc chaque fois j'avais tenté de faire un truc, structure sociale, vie quotidienne, relations, et là maintenant le truc que j'ai rajouté c'est arts et lettres. Et du coup, là, par exemple, pour les Eldar, la principale production culturelle collective de l'espace Atlano Eldarin est sans doute la légende. C'est une forme de réécriture de l'histoire sous une forme romancée, voire romanesque. Les historiens terriens parlent plus volontiers de fantasmer. Et là, je pourrais même voir de fanfiction, parce que c'est un petit peu le même genre de mécanisme. Hop, d'où tu viens, toi? Voilà. Ça se voit, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Toc. Voilà. Les autres formes d'art ont plus un aspect individuel ou clanique. Il existe assez peu d'œuvres qui ont un côté universel. Et il n'existe pas non plus de mass média. Ah, petite particularité de la culture Eldarin. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même assez proche de la réalité. Il y aura peut-être un C plus compliqué que ça à rajouter. Alors ça, je sais pas si tu avais suivi, Bran. Tout le monde, j'ai l'impression, avec les... Oui, je pense que tout le monde a... Disons que le truc, c'est que généralement, quand tu dors 4 heures par nuit pendant 2 semaines, au bout d'un moment, ça se paye, quoi. Et effectivement, en plus, derrière, la canicule a tendance à fatiguer les corps de base. Et je pense que oui, il y a des gens qui vont assez mal supporter le truc. Je garde quand même un œil attentif à ma maman qui va très bientôt fêter ses 96 ans. Pouf. Qui aurait pu prédire, hein. Ouais, donc le C plus compliqué que ça, c'est un petit peu un truc que j'ai introduit dans les différentes descriptions d'un peu tout en fait. L'idée, c'est d'avoir un truc qui est très synthétique et justement dans ces sections, c'est plus compliqué que ça, d'introduire un peu de nuance, un peu de subtilité, voire des trucs qui sont totalement décalés, mais qui font partie du sujet quand même. Donc, par exemple, là, pour les Eldar, je mentionne le fait que ils ont un rapport à la nature. En fait, ce rapport à la nature, en fait, il est très paradoxal parce que la plupart des environnements dans lesquels ils vivent sont des créations artificielles, mais qui sont faites pour avoir l'air naturel. Alors, par exemple, les planètes habitées ont été terraformées, les stations spatiales, c'est des stations spatiales, même s'il y a des éléments naturels, ce qu'on appelle des écospaces, qui sont des endroits terraformés à l'intérieur d'un vaisseau ou d'une station spatiale qui aident à produire l'oxygène et là où les gens vivent, mais en fait tous ces trucs sont très très artificiels et il y a tout un jeu pour avoir l'air d'avoir une culture la plus sobre, simple possible, d'avoir plein de trucs planqués à gauche à droite. Typiquement, tu vas arriver dans une cabane en bois, mais si tu touches un panneau, mais tu sais jamais lequel, il y a un truc qui va pivoter, et tu vas avoir tout le système de domotique qui est derrière. Mais il faut pas que ça se voit. Très important. Alors, ensuite, dans les clans stellaires. Alors, les clans stellaires, au niveau des arts et lettres, j'ai pas rajouté tous les trucs au niveau des relations et tout, parce que, fondamentalement, c'est un sous-clan des clans Atlano et Eldarin, donc j'avais pas non plus refaire tout le truc.
Donc les clans stellaires, au niveau des arts et lettres, ils ont une tradition artistique qui est les chants de pilotage. Ce sont des chansons qui rythment diverses manœuvres, surtout pratiquées sur des grands vaisseaux comme les voiliers stellaires. Et en fait, ces dernières décennies, cette tradition a été reprise par des équipages d'origine terrienne utilisant des titres de leur propre répertoire aux grandes dames des clans stellaires. Genre, par exemple, les chants de pilotage, ils font We Will Rock You pour un démarrage. Oui, si t'es un Zelda dans le coin qui a un petit peu l'habitude des chants de pilotage, il va être là. Cringe. Bon. Vous avez des choses assez rigolotes. Est-ce que ça, c'est aussi un petit peu le concept général autour d'Erdorine et de Tigre Volant, c'est un petit peu de jouer justement sur ces quiproquos culturels, sur ces éléments qui, pour certains peuples, vont de soi, et quand ils se retrouvent confrontés à d'autres peuples, curieusement, ça marche plus du tout comme ça. Sachant que donc, dans l'univers d'Erdorine, on a, ça se passe en 2300, et le premier contact réel, officiel, entre les terriens et les peuples stellaires, c'est 200 ans avant. Donc il y a quand même eu pas mal de temps pour se faire au truc, sauf que en fait, en 200 ans, les terriens, ils ont quand même aligné 6-8 générations, mais les Eldar, ils en ont une. Donc tout de suite, ça change un petit peu le principe, que ça s'attendait pas du tout à ce que les terriens débarquent aussi rapidement. Et hop, surprise, il y a des bêtes partout. Alors, dans les arts et lettres, au niveau de l'Europe, la culture européenne est fortement marquée par une forme de nostalgie et traditionnalisme. Si d'un côté, elle s'efforce de préserver un patrimoine fortement endommagé par plus d'un siècle de guerre majeure, elle tolère assez mal les formes les plus modernes ou les hybridations venues d'autres cultures. Surprise, oui, c'est exactement ça, quoi. C'est... Chérie, il y a des bêtes, il va falloir mettre du produit. Alors, pour les Américains, alors là, c'est aussi un truc aussi particulier, parce que longtemps isolés entre la fin du XXe et la deuxième moitié du XXIe siècle, les États nord-américains ont perpétué une culture elle aussi marquée par la nostalgie et longtemps imperméable aux influences extérieures. Littéralement, ils avaient zéro contact avec tout le monde. L'exemple le plus marquant est la télévision, qui est encore considérée comme un art majeur avec une myriade de chaînes. Mais la culture américaine est sauvée de la sclérose par une scène underground qui parfois perce dans les médias mainstream. Voilà, on revient là-dessus. Donc ça, c'est tous des trucs que j'ai acheté. C'est vraiment ces structures-là. Les autres, j'en avais mentionné, je les avais mentionnés dans des précédentes émissions. Et là, c'est vraiment arts et lettres. C'est le truc que j'ai rajouté. Alors là, pour les Highlanders aussi, c'est assez rigolo. Ça, c'est un truc auquel on avait réfléchi depuis pas mal de temps. Alors, s'il existe une culture officielle Highlander hautement subventionnée qui sert plus ou moins ouvertement de propagande, citons notamment l'hypercinéma Highlander qui mélange films d'action asiatiques, télénovelas latino-américaines et comédies musicales bollywoodiennes, la fédération entretient une scène semi-underground plus tolérante envers les expérimentations et les critiques raisonnables du régime. Alors, Fédération des Hautes-Terres, c'est quand même un État qui est fasciste, clairement. Scène qui elle-même a un versant encore plus underground, presque clandestin et beaucoup plus antisocial. Ah oui. Oh oui, tout un programme. Ah, j'avais fait dans la TVpedia, qui était comment ça s'appelle, le wiki officiel de Tigre Volant, qui malheureusement a subi pas mal de dégâts, mais qui est encore là. J'avais détaillé en fait toute la série Martin Battleheart, qui est un petit peu la grosse franchise de l'hypercinéma Highlander. Martin Battleheart étant le héros Highlander à la mâchoire carrée, la peau bistre et les cheveux blonds. Même s'il officie normalement dans la police de Singapour, en fait c'est vraiment the héros Highlander par excellence. Copacabana, ville libre de Copacabana. Alors là j'avais déjà marqué des trucs. La ville regorge d'artistes, de scènes, galeries et autres. Il y a des spectacles à presque tous les coins de rue du centre le soir. Et dans les quartiers populaires, les habitants délaissent leurs appartements pour se retrouver dans des grands espaces communs. La scène artistique Copacabana cultive parfois jusqu'à l'excès la notion de métissage. Voilà, je vais pas forcément détailler beaucoup plus. Alors là, typiquement, pour la culture mercenaire, je voyais pas trop comment faire les arts et lettres. Faudra peut-être que je mentionne un truc sur les
Un truc qui pourrait être marrant chez les mercenaires, c'est d'avoir toute une scène artistique qui est en fait composée d'équivalents de tutos YouTube, en fait. C'est comment faire une grenade avec une poterie à talène, 250 grammes de bouse de vache et du salpêtre, quoi. Ça pourrait être assez amusant. Je vais peut-être le noter, ça tient d'ailleurs. Non, c'est le 4, c'est le... Hop, hein. Composer un spectacle de musical avec 200 en plastique et un canon de 38. Ah mais carrément. Carrément. Salpêtre, c'est avec un circonflexe, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, les CNI forment une culture très particulière. Il y a quelque chose à creuser avec les spectacles improvisés des soldats lors des différentes guerres. C'est très vrai. C'est très vrai. Maintenant que tu le dis, oui, j'ai entendu des anecdotes, effectivement, de soldats qui organisaient des spectacles de French Cancan. Il y avait que des mecs, mais c'est pas grave. Ouais, il y aurait aussi des choses à dire là-dessus. Mais ouais. Des réinterprétations, un petit peu comme dans c'était l'âge du feu, je crois, l'histoire avec les dragons qui ravagent la terre et les gars qui refont Star Wars en théâtre en théâtre improvisé, quoi. Ça pourrait être aussi un truc comme ça. Alors, pour les CNI, alors les CNI, donc c'est des lézards anthropomorphes, mais c'est vraiment des lézards, donc ils ont une culture, un mindset qui est vraiment très très différent des autres peuples mammifères, on va dire. Et du coup, si les CNI ont une culture écrite et plastique très développée, elle est considérée comme beaucoup trop absconce pour la plupart des autres peuples. La trace la plus marquante que les CNI ont laissée dans la trame culturelle de la sphère, presque physiquement d'ailleurs, et peut-être à chercher du côté de la musique, avec des fanfares dans l'enthousiasme et parfois mesurables sur l'échelle de Richter. Les Talvarides, alors Talvarides, les ours anthropomorphes qui vivent dans une société tribale. Alors j'aurais trouvé aussi un truc assez rigolo. Si certaines sous-cultures talvarides ont développé des formes d'art diverses et dans quelques rares cas des formes d'écriture, c'est le théâtre qui est peut-être le plus représentatif, avec des sagas orales déclinées sous la forme de grandes fresques qui impliquent souvent le public et ressemblent parfois à des jeux de rôle grandeur nature, sauf que les épées ne sont pas en mousse. Et puis, j'avais rajouté des trucs sur les Carlan Vrisiandri. Sauf qu'en fait, il faut vraiment que je commence à développer un peu plus les Carlan, parce que pour l'instant, c'est un peu le parent pauvre de l'histoire. Un peu genre des Grecs. Oui, genre, mais beaucoup plus, si tu veux, le théâtre grec avec la tradition du théâtre vivant des années 70, façon mai 68 et contre-culture et autres machins du genre, quoi. Et le fait que ça se bastonne. Donc, si t'es pas un Talvaris, si tu fais pas 2,50 m et que t'es pas un Grizzly, ben, tu vas avoir des soucis existentiels là, potentiellement assez rapidement. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est que des fois ils sont un peu trop enthousiastes.
Alors, si on ne sait pas grand-chose des traditions culturelles Karlan, ni même si elles existent, le haut commandement Karlan offre au reste de la sphère une forme d'humour dont on ne sait pas trop si elle est volontaire, sous la forme de ses communiqués de presse. Depuis quelques décennies, lors d'un événement de portée internationale, le haut commandant Karlan publie systématiquement un communiqué de presse dans lequel il affirme ne pas être impliqué, même s'il l'est. Donc le truc étant que en fait on sait que les Karlan Vriziandri ne passent pas tout leur temps en uniforme et que plus probablement ils reviennent régulièrement à une sorte de vie civile, mais on sait pas à quoi elle ressemble cette vie civile, donc c'est un peu compliqué. Se bastonner la base, ouais. Bourriner, c'est la solution, comme disait le Naul Band. Mais cela dit, en faisant écho à peu près 80 millions de releases derrière. Alors, on va passer au dernier élément dont je voulais mentionner. Alors, là encore, avant que je trouve le bon fichier, s'il y a des questions ou des remarques ou quoi qu'autre chose, c'est le moment de... Dites-le maintenant ou taisez-vous à jamais. À jamais. À jamais. Bon. Visiblement, le whisky est en train d'avoir un effet secondaire assez... Enfin, c'est même pas un effet secondaire, c'est un effet primaire, en fait. Et on va passer sur le dernier fichier sur lequel j'ai travaillé récemment, le matos. Alors, comme mentionné, dans Tigre Volant 3e édition, comme dans beaucoup de jeux de science-fiction, beaucoup trop de jeux de science-fiction, tout ce qui est équipement, armement, c'est une espèce de catalogue vaguement fétichiste avec des quantités totalement invraisemblables d'armes, de gadgets, de machins, de trucs, de bidules, généralement agrémentés de blocs stats. En fait, un des trucs, j'avais mentionné ça lors d'une précédente émission, un des trucs qui m'énerve un petit peu maintenant quand j'y passe, on a Vavette qui vient d'arriver. Alors je prononce peut-être super mal. Bonjour et bienvenue. Alors, je me permets d'abord, avant de, je me permets de me couper moi-même. Vavette, c'est bien prononcé, super. Bah écoute, bienvenue. Je crois que c'est la première fois que je te vois dans le stream. Bon, je me permets déjà de tutoyer. Et puis la question du coup, est-ce que tu connais, comment est-ce que t'es venu ici, que t'as vu de la lumière, t'es monté, ou est-ce que tu connais Tigre Volant, est-ce que tu connais Erdorine, voilà, c'est quel est que je situe un petit peu le relationnel, parce que là ça fait quand même déjà une demi-heure que je parle sur cet épisode. Il y a quand même pas mal de trucs qui qu'est-ce que tu veux, les Suisses, hein, c'est pas les vieux Suisses surtout, c'est pas des gens très très polis. Alors on a vu de la lumière était montée, joueur de D&D que depuis 6 mois. Ah d'accord, donc là effectivement, donc on va parler de jeu de rôle ici, mais c'est un petit peu particulier en ce sens que on va parler d'un jeu de rôle que j'ai écrit moi, qui s'appelle Tigre Volant, que voici. Donc qui est paru en 2006, hein. Et là je suis en train de travailler sur une nouvelle édition qui va s'appeler donc Erdorine 2300, et en fait si c'est un jeu de rôle de science-fiction, et si je garde l'univers de façon générale, je vais changer énormément de choses dans la façon dont le jeu est présenté et également dont les systèmes de jeu fonctionnent. Et là on est sur des systèmes de jeu qui sont beaucoup plus narratifs, en ce sens que il y a quasiment pas de jet de dés en fait. Il s'agit d'utiliser les éléments qui sont sur la feuille de personnage pour arriver à une certaine difficulté d'action, et puis de voir ce qui est possible de faire à partir de là, généralement avec plus ou moins de mauvaise foi. Parce que oui, même si l'univers est raisonnablement sérieux, il y a quand même pas mal d'éléments pas sérieux, notamment les personnages, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment un stream en fait dans lequel je présente toutes les 2 semaines les éléments sur lesquels j'ai écrit. En fait, sur cette réécriture, en fait, à l'origine, ce que je voulais faire, c'était reprendre les textes de la 3e édition et de les réécrire, de les corriger, de faire de simplifier un petit peu le machin. Et je me suis aperçu que ça marchait pas super bien et que, en fait, il y a énormément de passifs. C'est un jeu sur lequel je bosse depuis presque 50 ans. Je dis presque parce que là j'ai presque 60 ans, donc vous n'exagérons rien, mais en tout cas plus de 40 ans.
Ça prend un temps de dingue, oui, effectivement. Mais bon, je suis un peu obsessionnel dessus aussi. Faut quand même, soyons honnêtes, hein. Il y a quand même, je pourrais tout à fait être beaucoup plus raisonnable et ne pas bosser autant dessus, et ça irait tout aussi bien. Mais là, non, je suis vraiment un chouïa déraisonnable sur le fait que je veux pas lâcher ce machin. C'est mon univers à moi. Vous l'aurez pas. Enfin, si vous l'aurez, puisque je vais le publier. Et j'ai déjà publié d'ailleurs. On est tous obsessionnels. Oui, mais ça, c'est un petit peu. Moi, je suis toujours persuadé que quasiment tous les jeux de rôle, les joueurs de jeux de rôle, au bout d'un moment, ils finissent par avoir un projet de jeu de rôle dans leur tiroir. Moi, je les ai juste sortis du tiroir et puis j'en ai publié quelques-uns. Mais sinon, bah voilà, je suis un joueur de jeu de rôle normal. Du coup, en fait, pour en venir à l'écriture, ce que je me suis aperçu, c'est que j'ai un tel historique, un tel passif sur ce jeu, que si je recommence à réécrire des trucs, je vais un peu rentrer dans mes mêmes routines, dans mes mêmes gimmicks, et en fait, j'arrive pas forcément à... en anglais, on dit « kill your darlings », tuer vos petits chéris, parce que c'est généralement les trucs qui vont énerver tout le monde au niveau des lecteurs. Ah, et toi, t'en as jamais. Oui, bien sûr. C'est quoi le truc qui dépasse, là ? Je le vois d'ici, hein. Maintenant que j'ai hacké ta caméra, je sais très bien ce qu'il y a dans tes tiroirs. J'avoue, je comprends. Moins de 6 mois, j'ai déjà une idée de jeu de rôle à créer, à baser sur un de mes univers préférés. Et voilà. Alors, j'aurais pas le niveau pour le moment de le créer. Ça vient très vite. C'est à vite, il y a lieu de faire part. Ça peut venir très très vite, ce genre de choses. Après, l'autre truc que personnellement je trouve super intéressant dans le jeu de rôle, et ça, c'est quelque chose, alors je vais full disclosure, c'est quelque chose qui m'a fallu beaucoup de temps à admettre, mais je trouve très intéressant quand on a un jeu dont les mécaniques collent à l'esprit du jeu. Typiquement, les nouvelles mécaniques de jeu que j'ai créées pour Eldorine 2300 ont ce petit côté décalé, ce côté mauvaise foi, qui colle tout à fait avec le côté un peu humoristique décalé aussi de l'univers. Donc c'est pour ça que je suis toujours un petit peu gêné quand j'entends des gens qui ont des univers super complexes, super originaux, et tu utilises quoi comme mécanique de jeu ? Le système FU ou PBTA ou ouais, ok. C'est moins là, notamment là, j'avais vu passer récemment sur Facebook l'annonce d'un jeu qui était d'Afro Fantasy, donc des auteurs africains qui ont puisé dans le folklore des différentes régions d'Afrique pour créer un jeu de rôle qui est même pas du fantasy, si on est carrément sur du steampunk en fait, et ça avait l'air super intéressant. Puis j'entends le système PBTA, donc propulsé par l'apocalypse, et du coup je suis un peu moins intéressé. Coupable, les systèmes, c'est pas... Et ça, en fait, je suis chiant là-dessus moi-même, mais moi, je suis pas très bon non plus en système. C'est pour ça que j'avais demandé à Antoine Beugly, donc mon comparse avec lequel on avait déjà travaillé sur Freaksquill, le jeu d'aventure, qui est beaucoup plus doué que moi pour les mécaniques de jeu et qui surtout, en fait, a une énorme culture rôliste. Il a lu une tétrachier de jeux et il aime bien décortiquer les systèmes, et c'est pour ça, en fait, que je lui ai demandé, c'est que je voulais avoir un truc qui... il connaît bien l'univers du jeu, et ça, visiblement, ça le branchait aussi de faire un truc qui collait à cette ambiance que je voulais, tout en gardant une certaine simplicité. Voilà. Et pour en venir au texte là que j'allais présenter, le matos, donc l'idée c'est de sortir du créneau où on va avoir une liste d'équipements absolument kilométrique avec des stats dans tous les coins, et d'avoir une présentation de l'équipement qui est beaucoup plus descriptive. Donc par exemple, là on commence. Alors j'ai pas fait d'introduction. Hein, c'est encore, on est vraiment sur des textes de travail. Hein, c'est pas vraiment les versions définitives. Voilà. Alors il existe de temps en temps à se faire pour les vêtements ceux qui portent des tenues en fibre naturelle, les Eldar, les Atlanites, Alvarides, Karagnandri, et ceux qui préfèrent le synthétique, savoir les autres. Alors, en vrai, il y a aussi les Eldar qui ne portent pas de vêtements du tout. Yellow Shark qui vient d'arriver. Bonsoir à toi. Alors lui, je le connais. C'est pas, il est déjà là depuis un petit moment. Alors c'est très résumé, bien évidemment la réalité est plus compliquée que ça, déjà de par le fait que les fibres dites naturelles ne le sont pas tant que ça, et aussi parce que ça dépend des circonstances. L'Adisiane est le matériau de choix pour les tenues des Eldar et des Aptani quand ils en portent.
C'est une fibre qui ressemble beaucoup au coton, mais dont certaines qualités peuvent s'apparenter à de la soie. Elle est issue du génétique du clan Maegran. Alors, le clan Maegran, pour ceux qui ne situent pas, c'est un clan Eldarin qui est spécialisé dans la terraformation de planètes. Donc autant dire qu'ils sont blindés de thunes, parce que à peu près 80% des planètes habitées, c'est eux qui les ont terraformées. Mais ils sont aussi, la terraformation, ça implique quand même beaucoup de processus biologiques ultra compliqués, et ils sont aussi très très bons en génie biologique. Généralement, ils partagent pas trop leurs connaissances. Chez les terriens, les matériaux naturels, le coton, lin, soie, mais aussi le cuir, sont considérés comme nobles et donc très chers. Ils sont aussi considérés comme peu pratiques car moins faciles à traiter. Car les vêtements terriens ont fréquemment subi des traitements divers pour les rendre imperméables, respirants, antibactériens, voire hémostatiques. Les champions dans ce domaine sont sans conteste les Highlanders, surtout pour ce qui est de leurs uniformes, également truffés de gadgets divers. Eldar et Atlani ont tendance à percevoir les tissus synthétiques comme plus prestigieux, car la Yandri et Talvarid aussi, mais pour des raisons plus liées à la rareté dans leur culture. Donc c'est les peuples tribaux, les Karlan, Yandri et les Talvarid. Ce prestige est aussi lié à des fonctions précises, comme pour des vêtements de travail, ainsi que les combinaisons spatiales des clans stellaires. Alors, quelques exemples. On a le Power Suit, qui est un costume de ville, pas de gadget d'été, que d'hiver. Oui, tout à fait. Écoute, moi, ça nous rafraîchit, hein. Power Suit, alors c'est le costume de ville surtout utilisé dans les milieux d'affaires américains, coupe agressive qui renforce le côté impressionnant, voire intimidant, grosses épaulettes, couleur ultra sombre, liseré lumineux. Le tout est souvent blindé parce que USA. Alors les USA dans l'univers d'Erdorin, c'est quand même un endroit où l'armement personnel et véhiculaire a été légalisé. Donc on a régulièrement des gens qui se baladent avec des fusils d'assaut en bandoulière ou des mitrailleuses sur les toits de leur bagnole. L'uniforme Highlander, la Fédération des Hautes-Terres a des uniformes pour tout ou presque dans les clés qu'on a. Donc on a l'autorité, alors dans le cadre de l'office représenté par l'uniforme, climatisé, et des versions pour officiers peuvent avoir plus de clés. Un des trucs rigolos, ça c'était le dénommé Matthias Wiesmann, qui avait développé tout un tas de trucs sur les uniformes Highlander qui étaient absolument désopilants, notamment le fait qu'ils aient un micro dans le col et puis des haut-parleurs sur les bras, dans les manches. Et donc en fait, si tu fais comme ça, si tu fais « je vous ai compris », ça te fait une sorte de porte-voix amplifié. Combinaison stellaire. La plupart des membres des clans stellaires possèdent une combinaison de ce modèle bariolée dans des couleurs vives et selon des motifs personnels. Ces combinaisons ne sont pas proprement parlées des scaphandres, mais peuvent être utilisées dans le vide stellaire pour un court instant, quelques minutes tout au plus. Clé, protection environnementale et clan. Et puis le blouson de vol du RPF, le RPF c'est le Rowan Power Force. Rowan, c'est les humains à tête de chien. Quand vous voyez sur la couverture, c'est le Zozo avec un lance-roquette là. Ça c'est un Rowan. C'est les humains, ils ont une tête de chien et ils ont un sale caractère. Ils ont aussi un caractère de chien, visiblement. Donc c'est un blouson de cuir avec un col aux fourrures, ok, le plus souvent simili-cuir et fausse fourrure, et donc les clés si inifugées et protection. C'est des trucs qui sont légèrement blindés. Et en parlant des protections, donc les protections personnelles sont de deux sortes, les armures et les écrans. Les premiers peuvent être considérés comme une extension du domaine du vêtement, ce que l'on appelle les armures souples sont souvent conçues pour avoir l'apparence de tenue normale. Bon, jusqu'à un certain point, ça a quand même un côté un peu rembourré. Ne pas avoir un t-shirt en armure souple, quoi. Ça va être un peu compliqué. En dehors des armures souples, on a également des armures rigides qui sont plus proches des armures médiévales, faites de grandes plaques de composite articulées. Elles sont rarement conçues pour porter autre chose que des sous-vêtements légers dessous et sont très encombrantes, même dans leur version cerveau motorisé. On les voit rarement en dehors de gros champs de bataille en première ligne ou alors comme unité défensive dans un lieu stratégique. Alors pour les Rowan, tu visualises toujours Sam de Sam et Max. Ouais, ça... Alors j'ai jamais joué à Sam & Max, mais je vois tout à fait les visuels. Alors tu peux aussi si tu vas chercher dans les trucs de Mébius, dans l'Incal, tu as Kill Tête de Chien, qui a exactement le look d'un Rowan. Et aussi un sale caractère si mes souvenirs sont bons. Alors, un compromis entre la protection de l'armure rigide et la mobilité de l'armure souple, c'est l'armure semi-rigide, qui consiste en des plaques rigides qui s'attachent sur une combinaison souple. La plupart des forces militaires ou paramilitaires ont généralement ce genre de protection.
Ensuite, on a les écrans. Et les écrans, ce sont des champs de force générés autour de leur porteur. Ça implique un générateur, le plus souvent porté à la ceinture, et qui pèse entre 500 grammes et quelques kilos. Ces champs fonctionnent selon une variante des champs de Ségolène et ont donc des problèmes de compatibilité avec les autres technologies basées sur ces mêmes champs, l'antigravité, l'hyperespace. Oui, donc, en fait, dans l'univers d'Erdorine, on a 3 super technologies, on va dire, qui c'est l'hyperespace, l'antigravité et les champs de force, et c'est régi par des mêmes règles qui s'appellent les horizons de Ségolène ou les champs de Ségolène, qui sont compréhensibles en allant soit très 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 loin dans la physique quantique, soit très 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 loin dans la philosophie zen. Les deux approches donnent des résultats à peu près équivalents. D'ailleurs, en fait, pour les terriens, c'est une moinesse zen qui les a découverts au début du fin du 21e siècle, milieu du 21e siècle, quelque chose comme ça. Et la blague, c'est que souvent ils sont incompatibles entre eux. C'est-à-dire typiquement si tu arrives avec un champ de force personnel allumé dans un vaisseau qui rentre en hyperespace, eh ben dans le meilleur des cas ton champ va claquer. Dans le pire des cas, tu vas partir en hyperespace dans une autre direction. Donc c'est assez peu recommandé de faire ce genre de blague. Le champ de force lui-même suit grosso modo la silhouette de son porteur à quelques centimètres, mais les modèles bon marché ont parfois du mal à gérer les contacts ou les mouvements brusques. Un écran protège contre des armes à énergie ou contre des armes cinétiques et existe des technologies récentes appelées Twin Screen qui sont censées arriver à gérer les deux types d'attaques à l'aide d'une batterie de senseurs et en basculant sur le type d'écran optimal. Mais c'est une technologie qui est encore expérimentale, comprendre pas très fiable et qui consomme de grandes quantités d'énergie. Donc là encore, j'ai pas encore donné des exemples, mais voyez un petit peu l'idée du truc. On est vraiment sur un élément où, comme de toute façon, tous les trucs d'équipement vont être décrits comme des atouts, c'est-à-dire il va y avoir le type de machin et puis les quelques fonctionnalités que ça a. Donc c'est vraiment une description qui est ultra narrative. En fait, décrire plus avant la technologie, c'est pas forcément super intéressant. Ça, c'est plus des trucs qui vont être utiles, par exemple, soit aux joueurs pour pouvoir tenter de faire des bricolages absolument ignobles, soit au meneur de jeu pour expliquer pourquoi ça marche pas. Enfin, pour l'outillage, je dis enfin parce que je suis pas allé beaucoup plus loin. J'ai commencé, ça c'est vraiment des trucs que j'ai commencé à écrire. Je crois que j'ai même commencé à écrire ça. Non, j'ai commencé à écrire hier soir, mais voilà, je suis pas encore allé très très loin dans le truc. Donc on pourrait croire que les outils sont des objets qui évoluent peu, un marteau reste un marteau, et malgré des rumeurs, personne n'a encore vu de tournevis sonique. C'est vrai, mais il y a 2 domaines dans lesquels il y a eu beaucoup d'évolution, les senseurs et les micro-usines autonomes. Dans le premier cas, l'outillage habituel d'un technicien inclut une batterie de dispositifs de détection et d'analyse, couplée à des logiciels performants qui permettent d'observer des objets littéralement sous toutes les coutures, pour y détecter défauts et usures. Pour des gros objets, ces senseurs sont souvent montés sur des essaims de drones antigravité que les Eldar appellent abeilles. Les micro-usines sont connues sous une batterie de noms divers, autoforges, fabricateurs, etc. et sont en très résumé des imprimantes 3D. Il en existe une vaste gamme de modèles, de l'autotisseuse capable de créer des vêtements simples à partir de papier recyclé, au centre de logistique Highlander qui peut fabriquer en quelques heures un véhicule tout-terrain. Là, il me manque une virgule pour que ça soit un peu plus lisible, pardon. La plupart travaillent des résines plus ou moins résistantes, mais il existe également des modèles capables de créer des polymères avancés ou même des alliages complexes. Et si les modèles du commerce ont des restrictions logicielles sur la fabrication de certains objets, armes ou explosifs, les contourner est devenu un sport national dans les communautés de bidouilleurs. Suivant les cultures et le niveau de vie, les micro-usines peuvent être domestiques dans chaque habitation ou communautaires au niveau du quartier ou du village. Voilà. Donc voilà un petit peu l'idée générale de comment va se présenter la section équipement d'Erdorine 2300. Pour chacune de ces sections, il va y avoir des exemples de types de matériel, mais ça sera vraiment des exemples. Si un joueur vous décide de fabriquer un truc avec son atout et ses 2 clés, eh ben il fait ce qu'il veut en fait fondamentalement. Après le truc avec une clé, c'est que si t'as une clé qui dit explosion nucléaire, mais qu'elle est qu'à 1, bah ça va être une très petite explosion nucléaire en fait. Il faut aussi un petit peu modérer ça.
Mais voilà, le concept général de cette section, ça va être vraiment d'avoir des trucs les plus descriptifs possibles et pas vraiment d'aller s'attarder dans les caractéristiques ou dans les stat blocks et ce genre de choses. Voilà, voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous proposer. Je vais repasser sur l'écran, sur le plein écran. Voilà, hop, changement de caméra. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Nouvelle idée d'arme, le mind blown. Ouais. Pourquoi pas? Ça fait quoi en vrai? À part le fait de projeter un gif animé tu tapotes sur le front de quelqu'un et paf. Oui. Tu me rappelles un peu la blague de Paf le Rowan, là. C'est un Rowan qui traverse la route, et là, il arrive un camion, et paf le camion. Oui, c'était un peu une blague nulle. Explosion nucléaire à 1. Oui, voilà, c'est un petit peu ça. Ok. C'est une explosion nucléaire, littéralement. T'as fait sauter un noyau d'atome. Bien, alors, voilà, donc on va s'arrêter là, je pense, pour ce soir. Je répète un petit peu le message de service qu'il y avait au début, mais pas tout le monde était là. Pas tout le monde, il y avait eu... Alors là, on a quand même triplé le nombre de personnes qui étaient présentes. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez fou. Mais donc, le week-end prochain, je serai à Paris pour la Japan Expo. Donc on reste en fait jeudi, vendredi au parc des expositions de Villepinte pour la Japan Expo en elle-même. Samedi, dimanche, on se rapatrie sur le centre de Paris pour faire les boutiques et faire des trucs avec les potes. Notamment, il y aura probablement une soirée bière au Cavalier aux alentours de 19h, 19h30. Donc si jamais ça vous dit de me croiser à un moment donné ou un autre, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, donc le prochain live stream, ça sera dans 2 semaines, ça sera donc le 16, où j'espère quand même pouvoir continuer un petit peu à écrire des trucs et à vous présenter tout ça. Oui, préciser aussi à la Japan Expo, alors j'y vais principalement pour accompagner madame, pour prendre des photos de cosplay, mais aussi il se trouve que à la Japan Expo, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a quand même un assez grand espace jeu de rôle, avec plusieurs tables, et je vais essayer de taper l'incruste et de présenter des parties d'Erdorin 2300 là-bas. Donc ça sera sans doute des parties courtes, au plus 3 heures, mais plus généralement des petits aperçus de 1 heure, 1 heure et demie, comme je fais d'habitude dans des conventions, par exemple, ce que j'avais fait à Octogone. Et du coup, si ça vous dit de me dire bonjour, n'hésitez pas à me contacter et on trouvera bien un moyen de moyenner. Voilà. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas. Sinon, eh bien, je vais mettre un terme à ce live stream. Merci en tout cas à tous ceux qui sont passés, même ceux qui ont vu de la lumière. Alors, je sais pas s'il est resté, Vavette, mais en tout cas, c'était cool de t'avoir là. N'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas aussi à voir, il y a un site officiel du jeu. Alors, il faut savoir que Tigre Volant 3ème édition, tout le jeu est disponible sous licence Creative Commons. Tu peux aller sur le site tigrevolant.org et tout télécharger gratos. Toute la gamme et encore des trucs des trucs de fans qui n'ont jamais été publiés officiellement. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée et puis à une prochaine, peut-être dans 2 semaines. Peut-être je fais d'autres live streams pour ceux que ça intéresse. Le vendredi, là encore 1 semaine sur 2, où on parle généralement de musique. Enfin, de musique, c'est surtout du métal, hein. Il faut quand même être clair. Mais voilà, rock progressif, métal progressif, différents types de métal. Le vendredi prochain, ça sera en nomade, ça sera probablement depuis ma chambre d'hôtel et ça sera sur les albums que j'ai écoutés en juin 2026. Donc si ça vous intéresse, c'est sur l'autre chaîne, celle qui est Stéphane Gallet, et la chaîne s'appelle Radio Erdorin. Donc une excellente soirée à tous et puis très bon week-end et à une prochaine. Ciao ciao.